Après cette belle journée, nous voici dans Mon Quotidien TV. On accueille Chris Bobotti. Bonsoir Chris. Bonsoir Ludivine. Alors vous êtes masseur kinésithérapeute, c'est bien cela? C'était exactement ça. Et comment avez-vous fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Alors c'est assez simple. Un bac scientifique, une première année en fac de médecine, 4 années en école de kiné, un mémoire, et voilà, le diplôme. Un mémoire? Un mémoire. Et sur quoi portait-il ce mémoire? Alors le mien, c'était un mémoire en neurologie, sur une pathologie qu'on connaît très peu dans le grand public, c'est le syndrome douloureux régional complexe. C'est une pathologie dont le symptôme principal est la douleur. C'est très handicapant, ça détériore beaucoup la qualité de vie des patients. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a intéressé depuis mon premier stage de première année. Et voilà, c'est une pathologie qui m'a suivi dans mes travaux jusqu'à la fin de mes études. Et c'est quelque chose sur lequel un masseur kinésithérapeute peut agir? C'est quelque chose sur lequel un masseur kinésithérapeute avec d'autres professionnels peut travailler. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de traitement réellement efficace sur la pathologie, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant pour nous, masseurs kinésithérapeutes, à prendre en charge et à explorer. Mais bon, je pense qu'il faut encore que les travaux et la recherche avancent sur ce sujet pour pouvoir proposer quelque chose de très efficace aux patients. D'accord, donc vous vous sentez assez investi dans ce combat justement, et c'est peut-être pas un combat, mais en tout cas dans cette recherche et cet avancement certainement. Alors oui et non, parce que effectivement c'est un sujet qui m'intéresse, que je suis et dont j'attends les avancées. Maintenant, on sait que, surtout en France, il y a très peu de recherche en massokinésithérapie. Donc, j'ai pas plus d'espoir que ça. Mais bon, à l'international, il y a quelques travaux très intéressants avec des bonnes pistes de traitement et de prise en charge. Donc, je reste assez serein. Bon, ben, on l'espère très fort. Alors, quel type de pathologie traitez-vous par conséquent? Alors, on traite énormément de choses en tant que kiné. Ça peut très bien aller des atteintes congénitales, à la fracture, aux maux de tête, aux douleurs d'épaule, douleurs de coude, de poignet, le mal de dos que tout le monde connaît, à des choses beaucoup plus spécifiques sur des pathologies plus systémiques, comme des polyarthrites rhumatoïdes. C'est des pathologies dans lesquelles on n'espère pas nécessairement soigner le patient parce qu'on sait qu'il n'en guérira pas, mais on a un rôle d'accompagnateur quasiment tout au long de la vie du patient. D'accord, c'est pour le soulager en tous les cas. Exactement. Et ça lui permet de vivre un peu plus facilement sa vie peut-être. C'est exactement ça, Et est-ce que le masseur kinésithérapeute peut exercer dans différents secteurs, sur différentes spécialités, ou est-ce que c'est général? C'est général, d'accord, c'est général dans les termes, mais il y a beaucoup de spécificités. Il y a notamment la fameuse kinésithérapie du sport que tout le monde connaît, qui est très répandue. On a souvent la question des patients, est-ce que vous êtes kiné du sport? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de kiné du sport, d'accord? On est masseur kinésithérapeute tout court. Il n'y a pas de spécialité, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être que dans le temps, ça arrivera. Mais il y a des formations, d'accord? Il y a pas mal de formations. Il y a des formations kiné-sport. Il y a des formations en vestibulaire sur les troubles de l'oreille interne. On fait aussi de la kinésithérapie respiratoire. Il y a des formations sur les bronchiolites du nourrisson qui ont fait débat il y a quelques années. Voilà, donc on peut se former à peu près dans tout, d'accord, quand on est kiné, en fonction de ses aspirations, en fonction de ses affinités aussi, avec les pathologies. Et on exerce en hôpital, en cabinet de ville. On peut faire des prises en charge à domicile. On peut intervenir aussi dans les entreprises, pour faire de la prévention, parler d'ergonomie, d'accord, de qualité de l'environnement. On fait ça aussi, et donc c'est très large. De qualité de l'environnement également, donc tout ce qui est préventif. Exactement, tout ce qui est préventif. C'est exactement. Comment on peut c'est en quelque sorte pour ne pas avoir besoin de venir vous voir, c'est ça? C'est exactement ça, pour ne pas avoir besoin de nous voir en cabinet de ville. Donc on donne déjà des conseils sur les installations, d'accord, sur les installations de postes. Ça peut être sur un poste de travail en usine, ça peut être sur un poste de travail dans un bureau.
Il y a des choses qui existent en ergonomie par rapport à l'installation d'un clavier, d'une souris. Ça peut aller jusqu'à la luminosité d'un écran. Ça peut être aussi du conseil sur le fait de ne pas rester assis trop longtemps, d'accord, de prendre une pause toutes les demi-heures pour se dégourdir les jambes, pour se vider l'esprit aussi, ça fait du bien. Et voilà, c'est très large. Je me souviens, moi, d'une intervention que j'ai faite avec un de mes profs auprès de travailleurs dans une usine de fabrication de sucre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et c'était voilà, sur tout ce qui est port de charge, sur l'installation au travail, sur les causes et les risques liés à l'environnement. Et c'est quelque chose qui est rendu, si je ne dis pas de bêtises, obligatoire maintenant légalement. D'accord. Toutes les entreprises ont l'obligation légale d'offrir à leurs salariés une formation sur ce sujet-là. D'accord. Et alors, vous pensez quoi de l'ergonomie du plateau de Mon Quotidien TV? Ça m'intéresse quand même. Le bureau, les fauteuils, les mugs, tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mugs, on ne s'en sert pas, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais voilà, on a une chaise qui se règle. Et puis voilà, il y a aussi les notions de combien de temps dure l'émission, combien de temps vous êtes assis sur cette chaise dans une journée. Et puis, il n'y a pas vraiment de bonne position, comme moi je dis toujours à mes patients. Ce qu'on dit, c'est que la meilleure position, c'est toujours la suivante. D'accord? Il n'y a pas vraiment de position délétère. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans une position qui est peu confortable pour nous, parce qu'effectivement, les structures anatomiques vont le ressentir. D'accord, très bien. Donc, il ne faut pas hésiter à bouger. Il ne faut pas hésiter à bouger. Voilà, et aussi derrière vos écrans en regardant l'émission, bien sûr. Et alors, vous, avant ce bac S, est-ce que vous voudriez bien nous partager votre expérience de la vie, ce qui vous a mené à avoir envie d'être masseur? Avant ce bac S, alors je suis né au Congo-Brazzaville et pas Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, donc en 1997, dans la ville de Pointe-Noire. C'est l'une des deux grandes villes du Congo. Et donc j'y ai vécu jusqu'à mes 13 ans. Jusqu'à mes 13 ans, où je suis arrivé en France en décembre 2010 pour rejoindre ma mère. Et de là, j'ai fait l'école en France, la troisième, le lycée, et puis la fac, puis mon école de kiné. Mon envie de devenir masseur kinésithérapeute, elle est arrivée assez tardivement. Elle est arrivée assez tardivement parce que très jeune, je voulais être médecin. Je voulais être médecin depuis que j'ai 9 ans. Donc, j'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école, je trouve ça un peu rébarbatif, je trouve ça un peu... ça dynamise pas suffisamment à mon sens. Et donc j'ai continué d'aller à l'école parce que je voulais devenir médecin. C'est la seule chose qui me motivait. Je n'avais pas de top notes, mais bon, je voulais valider chaque année pour pouvoir poursuivre mon rêve. Et arrivé en fac de médecine, bon, j'ai eu quelques années difficiles du côté de ma vie personnelle. Donc j'étais pas nécessairement très concentré et l'atmosphère en fac de médecine n'était pas non plus celle que j'attendais et le contenu des cours était très surprenant pour moi. Enfin, je ne comprenais pas forcément pourquoi j'avais des cours d'économie en première année d'études de santé. Finalement, ça fait sens lorsqu'on prend du recul. Oui. Lorsqu'on prend du recul, mais avec beaucoup de recul. Parce que sur le coup, j'étais un peu découragé, un peu démotivé. Donc forcément, j'ai pas eu les meilleures notes. C'est pas ça qui vous portait, c'était pas le côté économique, c'est vraiment l'approche du patient voilà, vous, qui vous intéressait. C'était plutôt l'approche du patient. Et l'aider. Et malheureusement, je trouve qu'en première année de médecine, on n'intègre pas assez ce lien avec le patient, cette approche du patient. On est un peu dans une continuité du lycée avec beaucoup de cours, beaucoup de choses à apprendre qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai la mauvaise habitude de choisir les matières qui me plaisent. Donc, forcément, je n'apprenais pas tout. Et voilà, j'ai très vite senti que devenir médecin, c'était peut-être pas ce que je voulais finalement. J'ai un peu erré pendant un an, j'ai fait 2 PACES. Donc la première PACES, je l'ai redoublée, puis la deuxième, j'ai eu le concours en école de kiné. Dans l'école de kiné dans laquelle je me suis inscrit quasiment à la dernière minute après que la secrétaire m'ait menacé de donner ma place à quelqu'un d'autre. Et voilà, j'étais en liste d'attente pour avoir une place en fac de pharmacie, ce qui m'intéressait un peu plus parce que j'adore la chimie. Enfin, j'adorais en tout cas, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
et aussi parce qu'il y avait un parcours très intéressant à Châtenay-Malabry dans le 92, je crois, parce qu'il propose en fac de pharmacie un cursus qui peut allier la faculté de pharmacie et en même temps une école de commerce. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'avoir cette double casquette-là, que je n'ai pas eue du coup, pour après me laisser le choix de voir ce que je ferais plus tard. Très bien. Je reviens sur votre approche très empathique quand même du métier. Vous êtes assez proche de vos patients du coup ou est-ce que vous les accompagnez C'est des gens qui viennent vous voir ponctuellement? Est-ce qu'ils préfèrent suivre des longues sessions? Enfin, comment ça se passe un petit peu? C'est très varié, très varié. Moi, je considère que ma plus grande qualité en tant que masseur kinésithérapeute, c'est ma communication. Je communique énormément avec mes patients et on sait aujourd'hui que l'une des choses qui compte beaucoup dans la prise en charge, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Pour faire simple, c'est un peu la confiance qu'il y a entre un patient et le professionnel qui l'accompagne. Donc, à partir de là, on s'adapte à chaque pathologie, on s'adapte à chaque patient. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y a des patients que je peux voir 3 jusqu'à 4 fois par semaine, mais c'est très rare. Et certains patients que je vois 1 fois toutes les 2 semaines. Et les deux fonctionnent très bien en fonction de l'atteinte, en fonction du train de vie des patients aussi. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Il y a des patients qui vont être en déplacement professionnel 2 semaines par mois. Donc forcément, c'est un peu utopique de penser qu'on va aller voir 2 fois par semaine. On s'adapte aussi à ça. D'accord, très bien. Et ces patients, donc, vous parliez tout à l'heure de plus jeunes enfants, de points de pression sur les enfants ou sur les bébés ou autres. Vous exercez du coup sur les plus petits, de quel âge à quel âge on peut venir vous voir? Moi, j'exerce sur les plus petits, sur la prise en charge des bronchiolites, d'accord, sur la kinésithérapie respiratoire. Les points. Alors, vous pouvez répéter ce mot, point? Les points? La bronchiolite. Ah, bronchiolite. Bronchiolite. J'entends rien, non mais... Sur la bronchiolite. Ah oui, d'accord. La bronchiolite. Car non, on fait pas de point de pression sur les bébés. Ok. Sur les bronchiolites, donc il y a plein de choses qui existent chez les nourrissons. Il y a la prise en charge des pieds-bots, sur lesquels il y a une grande demande, avec peut-être pas suffisamment de professionnels qui la pratiquent. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Dans les 2 cabinets où j'exerce, j'ai 2 voire 3 collègues qui le font sur une quinzaine de kinés à peu près. Donc il y a très peu de monde qui le fait. Et sur la bronchiolite, c'est généralement du drainage bronchique, du drainage rhinopharyngé aussi, qu'on apprend aussi aux parents pour qu'ils puissent prendre en charge leurs enfants à la maison. C'est assez simple, hein, c'est ce que tout le monde fait maintenant avec les mouches bébés. On leur apprend à le faire sans mouche bébé, parfois avec une pipette, du sérum physiologique. Et c'est mieux de faire comme ça ou est-ce que... Alors, je considère que c'est moins agressif. Je considère que c'est moins agressif. J'ai eu plusieurs sons de cloche, moi, pendant mes études. C'est que j'ai eu des tuteurs de stage qui m'expliquaient qu'il fallait utiliser le minimum d'eau parce que la muqueuse nasale, comme toutes les muqueuses, c'est un tissu qui contient un film hydrolipidique, d'accord ? Je crois que ce n'est pas le bon terme, mais les gens auront compris. Ils auront compris. Ils auront compris. Et ce film-là, forcément, si on passe de l'eau dessus, il s'assèche et ça crée des irritations qui peuvent aller jusqu'au saignement nasal. C'est pas très grave, mais bon, ça reste très inconfortable pour le bébé. Donc on préfère quand même utiliser un minimum de liquide. Moi, j'utilise à peu près une pipette pour une séance, d'accord ? Certains disent une pipette par narine parce qu'on le fait des 2 côtés. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Plusieurs écoles, du coup. Voilà, plusieurs écoles avec des choses pas toujours très systématisées. Et alors, vous exercez dans un cabinet de plusieurs kinés? Où est-ce qu'il est, ce cabinet? C'est ça. J'exerce, les 2 cabinets dans lesquels j'exerce sont dans le 93. Donc dans les 2 cabinets, on est plusieurs. Généralement, les kinés exercent dans un cabinet à plusieurs, soit en étant associés, soit en collaborant, en ayant des contrats de collaboration avec un titulaire de structure, etc. D'accord. Et c'est des équipes jeunes sur les 2 cabinets, donc c'est très bonne ambiance. C'est une profession où on a peu de stress généralement, où on a une bonne atmosphère au travail très souvent.
Donc on est très content d'exercer ce métier. Et il y a des projets pour l'avenir? Des projets pour l'avenir, à voir, à voir. Alors je suis quelqu'un de très dynamique, qui aime les nouvelles expériences, qui aime les nouvelles aventures. J'ai commencé à exercer dans un premier cabinet. Au bout de 6 mois, j'ai enchaîné avec le deuxième. Là, je quitte le premier d'ici fin mars pour me concentrer sur le deuxième sur lequel j'étais, parce qu'il est plus proche de chez moi et que voilà, c'est une activité qui m'appartient directement, dans laquelle j'essaie de m'investir beaucoup plus, et peut-être des projets à l'avenir, des choses qui pour l'instant ne sont pas très claires encore. J'ai un ami qui me propose des choses, donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. On va revenir sur votre approche de la kinésithérapie. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'histoire de ce métier et de cette pratique? Très clairement, il y a une évolution dans l'histoire. On est incité à l'école à s'intéresser à l'histoire de notre profession, avec des cours d'histoire de la kiné, avec des cours d'histoire en général, et avec quelques travaux à faire sur différentes thématiques. Donc, il y a quelques années, je crois que c'était en 3e année d'école, mon groupe et moi avons réalisé un devoir sur l'évolution, mais de l'appellation du métier. Parce qu'il y avait... Alors, le terme masseur-kinésithérapeute est utilisé en France, mais en dehors de nos frontières. En Suisse, par exemple, ils parlent de physiothérapeute. Au Canada, ils parlent aussi de physiothérapeute. Alors, chez eux, c'est beaucoup plus structuré, avec un physiothérapeute qui gère des équipes. En dessous de lui, il y a des praticiens en thérapie physique, je crois, ou des choses comme ça. Et donc, il y a eu le débat de est-ce qu'il fallait changer de nom, justement, pour passer de masseur-kinésithérapeute à physiothérapeute, déjà pour des questions politiques, mais au sens très léger. Parce que le terme masseur-kinésithérapeute, justement, c'est quelque chose qui a pu avoir une connotation un peu péjorative pour certains professionnels, parce qu'il mettait l'accent sur le massage. Et beaucoup de personnes croient encore qu'on fait que du massage, alors que dans une journée où je vois 20 patients, je vais peut-être faire du massage sur un patient, et puis sur tous les autres, c'est des prises en charge très différentes, très variées, en fonction des pathologies, comme on disait tout à l'heure. Et on voit bien que la kiné a beaucoup évolué. C'est un métier qui n'est pas très vieux, en tout cas qui a été officialisé il y a moins d'un siècle, si je ne dis pas de bêtises. Donc je considère qu'il a une marge d'évolution qui est très longue encore, On pourrait par exemple avoir d'ici une centaine d'années, j'espère, des masseurs-kinésithérapeutes qui sont spécialistes dans certaines disciplines, qu'il s'agisse de la neurologie, la cardiologie, la pneumologie, la rhumatologie ou même la traumatologie. Ça se fait de plus en plus maintenant, surtout avec les sportifs, qui a beaucoup aidé. La prise en charge de sportifs a beaucoup aidé à faire évoluer la vision qu'on a du métier. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a un kiné qui est intervenant dans mon école qui fait des choses que je trouve très intéressantes. Brian Littré, je ne pense pas qu'il s'attende à ce que je parle de lui là, mais il fait des formations. Il y en a une que j'aimerais beaucoup faire parce que j'aime beaucoup son approche du métier qui élargit vraiment les compétences du masseur-kinésithérapeute, qui élargit les compétences. Et je pense que on a des compétences qui sont appelées à évoluer, qui sont appelées à être élargies. Après, bon voilà, il y a encore quelques débats politiques derrière sur du glissement de tâches, etc., auquel il faut bien évidemment faire attention. Mais récemment, il a été voté l'accès direct pour les masseurs-kinésithérapeutes. Je crois que c'est un projet de loi préliminaire qui va certainement être débattu par la suite. De ce que j'en sais, ce sera en maison de santé, avec un médecin dans la structure. Donc aujourd'hui, par exemple, pour aller voir un kiné, il faut une ordonnance du médecin, d'accord ? Et grâce à cette loi-là, maintenant, on pourra aller voir son kiné directement. C'est un projet de loi qui
qui rentre dans une dynamique d'élargir l'offre de soins, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a des urgences qui sont très encombrées, on a des médecins généralistes qui sont débordés, et pour une entorse de cheville, aujourd'hui, je pense qu'on peut aller directement chez son kiné, qui a aujourd'hui, normalement, les compétences de déceler des lésions associées, potentiellement graves, telles que les fractures, et qui seraient en mesure de réorienter vers le professionnel adéquat dans ces conditions-là. Mais pour une entorse bénigne, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de passer par la case médecin. D'accord. Et la politique influe beaucoup sur votre activité, vous trouvez? Alors, je pense que la politique influe sur tout. Surtout, c'est vrai. Je pense que la politique influe sur tout et les professionnels de santé ne font pas exception. Ne font pas exception. Donc, à force de lois votées, à force de combats politiques, la profession évoluera comme toutes les professions évolueront et comme le système de santé en France évoluera. Et certaines choses seront réparties. Il y a par exemple depuis 2 ans, je crois, chez les infirmiers, une spécialisation en plus qui leur permet de prescrire certaines choses. Alors je ne sais pas quoi exactement, je n'y connais pas, mais je sais que ça a été voté il n'y a pas si longtemps. Et pour qu'ils puissent exercer de cette manière-là, il faut qu'ils soient dans une structure dans laquelle il y ait un médecin. D'accord ? Très souvent, le travail des paramédicaux, que sont les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et d'autres, vont s'appuyer quand même sur l'expertise du médecin, qui malheureusement parfois peut devenir une espèce de tutelle. Mais on est quand même en train de sortir de cette dynamique avec des nouveaux diplômés, des professionnels jeunes qui comprennent les dynamiques spécifiques de l'époque dans laquelle on vit et qui sont de plus en plus ouverts d'esprit. D'accord. Et est-ce que vous, Chris, en tant que kinésithérapeute, vous pensez tous les jours à bien vous tenir et justement à toute l'ergonomie? Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, fait sens pour vous tous les jours, ou est-ce qu'au final, vous êtes comme nous tous, vous vous tenez parfois un peu Je suis comme nous tous, comme nous tous. Je me tiens, vous voyez là, je ne me tiens pas nécessairement très droit. On se tient pareil. Voilà, exactement. Je peux me tenir penché, je peux m'adosser un ré. D'accord. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on fait des études de kinésithérapie, il y a beaucoup de choses qui deviennent conscientes. Par exemple, là, je sais que j'ai une petite douleur à la hanche. D'accord ? Je pense qu'on ressent beaucoup plus son corps parce que on passe quand même 4 années de notre vie dans des salles de classe, allongés sur des tables en caleçon, parce que voilà, on fait des TP où on est en caleçon devant tout le monde, à chaque fois palper une structure, ressentir. Et donc tout ça, ça conscientise. Je pense que ça conscientise beaucoup de choses. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été capable de ressentir ma cheville comme je la ressens aujourd'hui, de ressentir mon genou comme je le ressens aujourd'hui, parce qu'il y a derrière toutes les connaissances théoriques et même pratiques. Donc forcément, quand je me tiens debout, quand je commence à sentir un point qui apparaît, je sais que je dois changer de position. Ça va plutôt être ça. Mais je ne me dis pas, je dois me tenir droit pour ne pas avoir mal. Non, c'est... Et puis d'ailleurs, c'est fou. C'est pas parce qu'on se tient droit qu'on n'aura pas mal. D'accord, très bien. En tout cas, toute cette approche a été très intéressante. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Je vous en prie. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La santé. La santé. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Et pour tous nos patients, exactement. C'est super. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Belle soirée également à vous qui nous regardez sur vos canapés, sur vos chaises ou n'importe où que vous soyez. En tous les cas, prenez conscience de votre corps et merci encore, Chris. Merci à vous. À bientôt dans Mon Quotidien TV.